Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais que nous ayons une petite pensée pour JXD. Vous vous souvenez certainement de ce fabricant de consoles de jeux sous Android qui avait connu un petit succès d'estime quand même avec sa série X800, notamment JXD S7800 et S5800. 5800 que je possède encore, qui marche encore et qui reste un de mes produits de rétroémulation sous Android préférés. Ensuite, ils se sont mis à faire des produits de moins en moins bonne qualité jusqu'à littéralement disparaître des écrans radars. Mais le concept même des consoles de jeux de rétroémulation sous Android, lui, n'est pas mort. GPD notamment a repris le flambeau et aujourd'hui, c'est le tour de Powkiddy de nous proposer sa Powkiddy X15, une console de jeux sous Android qui fait énormément penser à celle de chez JXD de l'époque. Alors, est-ce que la flamme brûle toujours dans ces produits ou pas? C'est parti pour le test. C'est vrai qu'avec toutes ces consoles de rétroémulation sous Linux, on en oublierait presque que Android reste l'un des meilleurs systèmes d'exploitation à l'heure actuelle pour la rétroémulation. Il y a une flopée d'émulateurs, tous fort bien fichus, fort bien optimisés, et on peut vraiment émuler masse de consoles avec un produit qui tourne sous Android. Là, en plus, évidemment, comme c'est une console de jeu, on a déjà tous les contrôles hardware intégrés dessus, et à la manière de ce que faisait JXD à l'époque, Powkiddy a aussi intégré un logiciel qui permet de mapper sur ses touches hardware des appuis tactiles. C'est-à-dire que si vous lancez un jeu qui ne prend pas en charge les manettes, mais qui prend en charge des contrôles tactiles, vous pouvez mapper l'un sur l'autre. Voilà, je vous montrerai ça évidemment rapidement pendant le test. L'emballage est assez classique, avec, c'est marrant, hein, ce côté bicolore sur le devant, là, pourquoi pas. Un blueprint vu de face de la console. Et ce petit slogan, les jeux rendent le bonheur plus simple. C'est tellement vrai. À l'arrière, on a plus de choses, et notamment le logo Powkiddy, qui manifestement était rajouté sur, je pense, un produit qui au départ était quand même assez générique. Hein. On voit bien que c'est une étiquette qui a été collée ici à l'arrière. Alors, la Powkiddy X15 existe en deux versions, une version 16 qui est devenue difficile à trouver et une version 32 Go. Celle-ci, c'est la version 32 Go. Je vais vous expliquer comment visuellement immédiatement les reconnaître parce qu'il n'y a rien d'écrit sur l'emballage. On va procéder au déboîtage. Hop, petit bloc de mousse, la console dans un sachet plastique, le câble de recharge qui est au format jack. J'aime pas trop ces câbles-là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'on peut aussi recharger la console avec un câble micro USB standard. Ils auraient mieux fait de fournir le câble standard du coup. Mais bon, pourquoi pas. J'imagine que ça doit recharger un peu plus vite quand même avec ce câble-là. Et sous ces calages de mousse, il y a une petite notice qui est un truc plié en je sais pas combien, mais qui est d'un côté en chinois et de l'autre en anglais. Il y a des photos couleurs, c'est plutôt bien fait, bien expliqué. Et puis, vous savez que j'adore ça, un quality check qui a été fait par numéro 1, semble-t-il. Et il y a une date, le 4 juillet 2020. Donc ce produit, il est tout récent. On va regarder la console de plus près. La console en elle-même ressemble à une grosse PSP, exactement comme ce que faisait JXD à l'époque, avec donc des contrôles hardware autour d'un écran tactile multitouch Android relativement classique de 5,5 pouces. C'est une dalle IPS, donc on devrait quand même avoir un rendu des couleurs sympa. C'est du 720p, bien sûr. Ici, on a le stick analogique qui est cliquable, ça fait plaisir. Une croix directionnelle qui n'en est pas une, c'est simplement 4 boutons directionnels, je ne comprends pas trop le choix de Powkiddy là-dessus. Sur une Switch, je veux bien, vu qu'il y a la notion de Joy-Con et que la croix doit faire office également de bouton, mais là, non. Donc une vraie croix directionnelle aurait été quand même nettement plus appréciable. 4 boutons d'action de l'autre côté, qui sont monochromes sur la version 32 Go, et donc sur la version 16 Go, vous verrez que ce sont des boutons colorés à la façon d'une manette de Xbox 360 par exemple. Donc c'est comme ça que vous reconnaîtrez le modèle 16 Go. Si vous voyez ce produit avec des boutons colorés, c'est simplement que le revendeur aura pris en photo le modèle 16 Go et non pas celui de 32 Go. Donc si vous voyez les boutons colorés, vérifiez bien dans la fiche technique que vous êtes en train d'acheter le modèle avec 32 Go. Et ici, on a des boutons, donc Start Select bien sûr, le bouton pour allumer et éteindre la tablette, mais aussi un bouton Game, ici, vous voyez le G, qui vous permettra en fait de faire apparaître le système de mapping tactile. Je vous montrerai ça dans un instant. Ici, sur la tranche, on a les boutons L1
L1, L2, R1, R2. Alors les boutons L1 et R1, ce sont des boutons à membrane. Les boutons L2 et R2, ce sont des boutons à switch tactile. On entend les petits clics. Sur le dessus, on notera aussi donc la prise pour recharger la batterie, une prise jack pour brancher un casque, un lecteur de carte micro SD, bien sûr, pour étendre la mémoire, une prise micro USB pour recharger la batterie via un câble standard, mais ce sera moins rapide que via la prise jack, une sortie mini HDMI qui permettra de se brancher à un téléviseur, et surtout, et c'est vraiment la grosse originalité de ce produit, 2 prises USB full size. L'intérêt de ces prises, c'est que vous pouvez brancher des manettes de jeu, n'importe quel type de manette reconnue par Android fonctionnera. Poser ce truc-là sur une table, vous branchez en HDMI et avoir une console qui se transforme en console de salon, à la manière un petit peu d'une Nintendo Switch. Et ça, c'est franchement cool. Sur le dessous ici, il n'y a rien d'autre qu'un micro qui ne sera pas vraiment très utile, à part pour l'émulateur de Nintendo DS peut-être. Et à l'arrière, on trouve 2 haut-parleurs stéréo. Alors, il y a vraiment 2 haut-parleurs dans ce produit. Vous voyez, on voit les trous pour laisser passer le son. Ils sont vraiment stéréo, ils ne sont pas montés en parallèle sur la carte mère. J'ai vérifié, j'ai ouvert ce produit pour vérifier. Et ici, on a un petit logo Powkiddy qui, à mon avis, doit pouvoir être enlevé pour mettre un appareil photo. Peut-être avait-il prévu de mettre une caméra au départ, puis se sont-ils ravisés ensuite. Il n'y a ni caméra à l'avant, ni caméra à l'arrière. Bon, à part pour quelques jeux sur DSi, ça ne posera strictement aucun problème. Alors, parlons maintenant un petit peu de la partie logicielle de ce produit. On tourne sur un quad-core de chez Mediatek, somme toute assez modeste, avec 3 Go de RAM, et on a donc 32 Go de stockage sur ce modèle avec les boutons en noir et blanc. Donc, ça reste quand même une configuration modeste. L'écran est plutôt sympa, en IPS, il rend plutôt bien, il est plutôt lumineux. Par contre, comme il n'est pas laminé, et je pense que vous pouvez le constater par vous-même, c'est un écran qui affichera beaucoup de reflets, donc il faudra jouer dans des pièces où il n'y a pas trop de soleil ou de choses comme ça. Mais c'est quand même globalement un bel écran, le tactile répond bien, c'est plutôt agréable. Par contre, en termes de surcouche logicielle, c'est plus une tartine qu'une surcouche, parce que c'est quand même assez, vous voyez, éloigné de ce qu'on s'attend à avoir d'un produit Android, et surtout, il n'y a pas moyen d'en sortir. Je ne peux pas afficher un lanceur Android classique, à moins d'en installer un moi-même, et c'est là que le bât blesse. Installer un logiciel là-dessus, c'est très compliqué. Il n'y a pas le Play Store, il n'y a aucun des services Google, et chaque fois que moi, personnellement, j'essaye de télécharger un APK via un navigateur web, ça me met un message comme quoi l'analyse de paquet APK a échoué à chaque installation. Donc du coup, je suis limité à ce que le produit me propose en interne. Ici, ce sont des boutiques pour télécharger des jeux Android, puisque comme il n'y a pas le Play Store, ils ont mis des boutiques alternatives. Les jeux qui sont déjà installés s'affichent ici, donc ces 3-là sont préinstallés par le fabricant. On reconnaîtra notamment RipKitGP, qui est plus tout jeune, même si c'est la version 2, mais qui fait toujours son petit effet, parce que c'est un jeu qui est quand même propre et en 3D assez bien fait. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, nous, c'est pour les émulateurs, ils ont décidé d'utiliser, comme le faisait JXD déjà à l'époque, AppyChick. Sauf que JXD, il proposait ça. On n'était pas obligé de s'en servir. On pouvait utiliser ses propres émulateurs puisqu'on avait accès au Play Store. Alors que là, non. Tout va se faire depuis AppyChick et ça, c'est quand même une grosse contrainte. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas AppyChick, je vous montre rapidement comment ça marche. Ici à gauche, on choisit un émulateur, mais on peut aussi installer ici à droite des jeux Android. Donc AppyChick peut lui aussi se substituer finalement au Play Store, mais uniquement pour des jeux, et ce sont des jeux qui sont classés par popularité chinoise, donc il y a beaucoup de jeux de drague et de choses comme ça, tout en chinois, on comprend que dalle, donc je pense pas que ça va être très intéressant pour vous. En termes d'émulateur, c'est classé par catégorie, alors vous voyez, on passe du mode portrait au mode paysage de manière un peu erratique, et là je peux pas revenir, je suis obligé d'être en portrait, donc on peut voir qu'on peut quand même émuler pas mal de consoles, ça va de l'arcade à la GBA, en passant par la Mega Drive, la N64, la Neo Geo Pocket, et même la Dreamcast et la PSP. Donc on peut quand même pas mal monter en puissance. Après, ça ne veut pas dire que les jeux tourneront fluides, mais en tout cas, la console est capable d'émuler toutes ces machines. Le problème, c'est que quand vous téléchargez des jeux pour ces émulateurs-là, automatiquement, AppyChick télécharge un émulateur qu'il vous imposera, lui. Par exemple, pour la Dreamcast, le meilleur émulateur, c'est Raydream, mais vous serez obligé, ici, en l'occurrence, d'utiliser Raycast, qui est quand même pas mal moins bon, et qui génère pas mal de glitch graphiques. Donc, AppyChick, c'est bien pour les débutants, parce que vous voyez, c'est simple. Là, vous avez une interface, vous choisissez votre console, vos jeux, et hop, les émulateurs se téléchargent tout seuls, vous n'avez rien à faire.
pourquoi pas? Mais ça aurait dû être une option, pas une obligation. On va quand même tester quelques émulateurs, vous allez voir que globalement ça tourne pas mal, mais quand même, va falloir essayer de voir si on peut pas passer outre cette petite contrainte, enfin cette grosse contrainte même. Alors j'ai rien paramétré, hein. L'avantage d'Apitchik c'est qu'il fait les paramétrages tout seul, donc les touches sont déjà paramétrées pour l'émulateur et tout, vous voyez. C'est l'émulateur md.emu hein, qu'ils ont utilisé, donc ça veut dire qu'en appuyant ici on peut accélérer par exemple. Voilà. Et alors évidemment, le plus gros point noir quand on joue à ce genre de jeu, bah, c'est de ne pas avoir une vraie croix directionnelle, quoi. C'est dommage, hein, parce que l'émulateur est un émulateur de qualité. Hein. On fait tourner le jeu sans glitch. Hein. Même là, dans l'intro, normalement, il y a un petit glitch sur certains émulateurs avec le sprite de Sonic qui clignote un peu. Là, c'était pas le cas. Donc, ils ont fait une sélection d'émulateurs qui est plutôt pertinente la plupart du temps. Mais ouais, ne pas avoir de croix directionnelle, c'est quand même un petit peu ballot. Hein. Allez, maintenant, on va bien sûr jouer à la Super Nintendo. Hein. On ne peut pas tester la Mega Drive sans tester la Super Nintendo. Il y a une loi qui nous l'interdit, donc voilà, on va tester la Super Nintendo. Mario Kart, bien sûr, parce que ça utilise massivement le mode 7. Si ce jeu-là est fluide, apparemment, ils le seront tous derrière. Et bah ça marche nickel. C'est bien, hein, là encore, hein, ils ont utilisé l'émulateur .emu, hein, le SNES Navix.emu, et ce sont des émulateurs qui sont fiables, hein, donc j'ai aucun problème, les touches répondent bien. Bon là, il y a un petit glitch graphique, mais je pense que c'est parce que j'ai pas fermé l'émulateur de Mega Drive qui est resté en tâche de fond. Donc ça, c'est de ma faute. Voilà. C'est très propre. Tiens, prends ça, la princesse. Alors on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise hein, sur Apitchik, puisque par exemple, j'ai trouvé la ROM du professeur Layton et la boîte de Pandore en français. Regardez ça, c'est la version FR du jeu, et c'est un des meilleurs jeux de la Nintendo DS, si vous voulez mon avis, et le tactile est bien pris en charge. Donc ça, c'est très, très cool. Bon bah maintenant nous allons sauter du Coca Light hein, parce que malheureusement je ne peux ni vous montrer l'émulateur de Dreamcast ni celui de N64 pour une raison très bête, il crache systématiquement chaque fois que je tente de les lancer. J'ai pourtant réussi à les lancer une fois, je peux déjà vous dire les résultats, la N64 pas de problème sur Mario 64, par contre dès qu'on lance un jeu plus complexe comme je sais pas moi Majora's Mask, ça rame comme pas possible. La Dreamcast full speed, super bien, avec quand même quelques glitches à cause de l'émulateur choisi, Raycast. Avec Red Dream, je suis sûr qu'on faisait tourner la console full speed sans problème. En même temps, la Dreamcast, c'est une console qui s'émule très bien. Hein. Et donc là, on va pouvoir jouer à la PSP, parce que cet émulateur-là, coup de peau, lui, il ne crache pas. Donc, bah allons-y, hein. On va lancer la partie. Et on va voir ce que ça donne. Déjà, les cinématiques, c'est plutôt fluide. On va essayer de voir un petit peu in-game. Je choisis toujours Tomb Raider Anniversary parce que je sais que c'est un jeu qui est très exigeant en termes d'émulation PSP. S'il tourne correctement, on pourra dire qu'on tient un produit correct. Hop. Allons-y. Ouais, bah ça rame beaucoup. Je m'y attendais un petit peu. Là, en termes de perf, c'est comparable à ce que j'avais sur Majora's Mask sur N64. Hein. C'est pas injouable, mais c'est loin d'être du full speed. Et faudra être d'une patience angélique pour finir un jeu comme Tomb Raider sur ce produit-là. Bah, le petit quad-core de chez Mediatek fait pas de miracle. Hein. Finalement, c'est assez bizarre, mais j'ai les performances qui me semblent similaires à ce que j'avais déjà sur ma JXD S5800B, qui est sortie il y a quoi 4-5 ans. Donc, je suis un petit peu déçu. Certes, le prix est 2 fois plus petit ici, mais on n'a pas la fonction téléphone dans ce produit-là. Donc, c'est pas la seule explication. On va essayer vraiment hein, de flasher la console pour essayer de mettre une ROM un petit peu plus permissive. Parce que là, avec ce Apitchik et des émulateurs qui, à mon avis, en plus, sont vieillots, pas à jour et mal optimisés, l'expérience d'émulation se limitera aux consoles 8 et 16 bits quasiment. Hein.
Bien, alors avant de flasher une ROM plus permissive sur cette console pour essayer de l'exploiter un petit peu plus à son plein potentiel, parlons du mapping des boutons hardware sur l'écran. Vous avez pas mal de jeux Android qui affichent des contrôles sur l'écran, mais qui ne prennent pas forcément en charge les manettes hardware. Vous serez donc obligé avec ces jeux-là, normalement, hein, de jouer en tapotant l'écran, ce qui est quand même dommage quand on a toute une flopée de boutons sur le côté. Quand j'appuie donc sur la touche G ici sur la droite de la console, ça fait apparaître cette petite interface en superposition par-dessus l'application que je suis en train d'utiliser. Donc imaginez que là derrière on ait un jeu, on aurait ça par-dessus le jeu. Et chacune de ces petites icônes correspond en fait à un bouton hardware sur le produit. Donc ça c'est le stick gauche. Voilà, donc imaginez que vous ayez un jeu avec un stick virtuel, vous amenez votre stick réel par-dessus le stick virtuel et quand vous bougerez le stick, ça bougera le stick virtuel. Même chose pour la croix directionnelle, les boutons X, Y, AB et les boutons L1, L2, R1, R2. Par contre, il n'y a rien pour le stick hardware de droite, parce que cette console n'a pas de stick hardware de droite. Bon, c'est pas vraiment très gênant, à part pour quelques jeux PS1, la Dreamcast et la PSP n'ayant de toute façon qu'un seul stick hardware. Un flash de firmware plus tard, j'ai carrément l'impression de ne plus avoir le même produit devant moi. On est sur un Android 7.0 totalement ouvert. Les logiciels préinstallés comme le fameux Happy Chick le sont toujours. À mon avis, c'est parce qu'ils sont figés en ROM. Et en fait, ce flash de firmware ne remplace pas complètement le firmware. Il l'upgrade vers cette version complètement débloquée. Ce qui fait que vous ne perdrez aucune des fonctionnalités de l'ancien système, mais vous n'aurez plus l'interface un petit peu stylisée. Vous allez vraiment être sur un Android pur. Du coup, vous êtes capable d'installer tous les émulateurs qui vous font plaisir, puisque vous aurez bien sûr accès au Play Store, mais aussi à n'importe quelle autre boutique d'applications, ou même aux APK depuis un navigateur. Il n'y a plus aucun message d'erreur. Tout fonctionne bien. Du coup, j'en ai profité pour installer Mupen 64 Plus FZ et Redream, qui sont respectivement à l'heure actuelle sur Android les meilleurs émulateurs pour N64 et pour Dreamcast. On va commencer avec la N64. Bon, je lance bien sûr Majora's Mask, hein, parce que Mario 64, on se doute bien que ça va pas trop mal marcher. Allons-y. Déjà comme ça a l'air plutôt pas mal. Mais bon, là, on n'est pas vraiment dans un endroit où il y a beaucoup de choses à afficher. Voilà, on va aller dans Bourg-Clocher, faire un petit tour. Est-ce que c'est fluide et est-ce que ça glitch ou pas? Ah, ça a l'air d'être fluide en tout cas. Je vois pas trop de glitch. Serait-ce la console pas chère pour jouer à la N64? Ça m'en a tout l'air. Allez, allez. Les fées ont toujours été hyper chiantes dans les Zelda N64 et celui-ci fait pas exception. Hein. Allez, ferme ta bouche de fée. Voilà. Allez. Quelques bugs sonores. Bon, ça, c'est souvent hein, sur les émulateurs N64. Mais à part ça, t'es qui, toi? Oh, serais-tu un personnage qui nous permet d'avoir une quête annexe énorme et chiante? Toi, là, ici, hein? Oui, tous ceux qui ont fini ce jeu à 100% savent de quoi je veux parler. Mais lui, il me tape l'incruste dans les dialogues. Ouais, bah franchement... À part les quelques glitches sonores qu'on avait même d'ailleurs sur la version GameCube de ce jeu, eh ben ça marche bien. Alors, hors caméra, bien sûr, j'ai essayé Mario 64, qui tourne à la perfection, mais ça, c'est pas tellement étonnant. Et puis, j'ai aussi essayé le ROM hack de Mario 64, qui s'appelle Mario Star Road. Il y avait quelques glitches visuels, mais certainement liés au fait que c'est un ROM hack, évidemment. Mais par contre, ça tournait avec la même rapidité et fluidité que Majora's Mask. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on tient enfin une console budget capable d'émuler la N64 correctement. Et ça fait plaisir. Alors, allons-y avec la Dreamcast. J'utilise Redream, évidemment, hein, pas Raycast, qui est préinstallé par la machine et qui, de toute façon, crache une fois sur deux. J'ai réaffecté les touches parce que L et R n'étaient pas affectés correctement. Ça a l'air de pas trop mal marcher.
Il y a quelques baisses de framerate. Bon, certainement lié au fait qu'on est sur un petit quad-core Mediatek, mais... quelques ralentissements au niveau du son aussi. Ouais, globalement, ça marche bien. Hein. C'est pas mal. La fluidité plutôt là, mais bon, ça drop un peu au niveau des frames quand même. Je dirais qu'on passe à du 20, parfois même du 15 frames secondes. Mais c'est jouable en tout cas. À part le fait qu'au niveau son, ça grésille un peu. Il n'y a pas vraiment d'effet déplaisant dans l'émulation Dreamcast. On peut jouer à la Dreamcast avec ça. Bon, et bien voilà, hein, je crois qu'on en a assez vu, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Chez Powkiddy, ils ont voulu vraiment proposer, j'ai envie de dire, des produits JXD à prix cassé, quoi. Ce produit, c'est la JXD S5800, mais 2 fois moins cher, et sans la fonction smartphone qui était intégrée dedans. Niveau puissance, j'ai presque pas l'impression qu'il y a eu d'évolution depuis cette époque-là. C'est dire à quel point d'ailleurs le produit de chez JXD était en avance sur son temps et avait quand même choisi des composants intelligemment pour offrir des bonnes performances déjà à l'époque. Là, l'intelligence a été un peu moindre hein, chez Powkiddy, notamment au niveau logiciel, où leur surcouche un peu absurde bride stupidement un produit qui aurait pu être beaucoup plus agréable à utiliser s'il n'y avait pas eu cette surcouche logicielle avec cette obligation idiote là d'utiliser Apichi qui est buggé du cul et puis qui propose des ROM pour la plupart illégalement. Donc... je suis pas fan du tout de ce logiciel-là. C'est clairement un produit qui va s'adresser aux gens qui sont capables de le flasher. Et une fois qu'il est flashé, force est de reconnaître que c'est plus la même salade, puisque toutes les limitations software disparaissent, et on se retrouve avec un Android, certes vieillot, que ce soit en termes de soft ou en termes de hard, mais qui permet, et c'est surtout ça que je retiendrai, de très bien faire tourner la Nintendo 64. C'est pas commun dans la gamme de prix des 75 € que de trouver une console comme ça, avec des contrôles plutôt confortables, et qui permettent de faire tourner la N64 presque full speed. C'est vraiment à ces gens-là que je vais recommander ce produit, aux gens qui veulent jouer à beaucoup de jeux N64, et qui veulent pas payer plus de 75 balles. Pour tous les autres, franchement, soit prenez-vous une console qui fera un peu moins bien tourner la N64, mais qui sera plus facile et plus agréable à utiliser, que vous n'aurez pas besoin de flasher, c'est pas le choix qui manque, hein, y compris chez TomTop. Soit, si vraiment vous voulez jouer à la N64 dans de bonnes conditions avec une console Android, eh ben mettez le double et prenez-vous une GPD XD. Le premier modèle sera déjà plus puissant que celui-ci, et surtout, il n'y aura pas cette surcouche à la noix qui viendra vous embêter. Vous serez obligé de payer 2 fois plus cher, mais vous aurez un produit qui sera 10 fois meilleur. Donc voilà. Ce produit s'adresse vraiment à une petite niche, les gens fauchés qui veulent jouer à la N64 dans leur poche et dans de bonnes conditions. Ça fait pas beaucoup de gens, mais je pense que dans cette catégorie, cette petite niche-là, c'est un produit qui peut être intéressant. Pour tous les autres, je pense sincèrement que vous pouvez trouver mieux ailleurs. Et bien voilà, c'était le test de cette Powkiddy X15. C'est un bon produit de rétroémulation sous Android, mais qui souffre encore de quelques petites limitations techniques en termes de software et de hardware qu'il faudra corriger, messieurs de chez Powkiddy, si vous voulez vous faire un nom dans le domaine de la console de jeu sous Android. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!